C'est en train de se reproduire. On a l'impression que le monde est au bord d'une guerre nucléaire totale. Depuis que le président Joe Biden a approuvé l'utilisation par Kiev de missiles à longue portée contre la Russie, Moscou est en surchauffe. Seulement 2 jours après cette décision, Vladimir Poutine a signé une nouvelle doctrine nucléaire inquiétante, réduisant le seuil de déploiement du 2e plus grand arsenal nucléaire mondial, permettant même l'usage d'armes nucléaires en réponse à des attaques conventionnelles, si elles sont appuyées par des puissances nucléaires. Et comme si cela ne suffisait pas, Poutine a haussé les enjeux avec une démonstration de force dramatique. Le 21 novembre, la Russie aurait tiré un missile balistique hypersonique, nommé Oreshnik, sur Dnipro, la 4e plus grande ville d'Ukraine. Le discours enflammé de Poutine à la télévision ce jour-là a clairement transmis le message. Toute escalade ou menace envers la Russie entraînerait une rétorsion dévastatrice en retour. Bien sûr, ces mots ne sont pas surprenants, car la Russie brandit ses menaces nucléaires depuis qu'elle a envahi l'Ukraine en 2022, mais voici la réalité. Malgré toutes les menaces et les démonstrations de force, Poutine sait très bien que l'utilisation d'armes nucléaires ne signifierait que l'oblitération de la Russie elle-même. Cette vidéo montre que l'arsenal nucléaire russe est plus bruyant qu'efficace, et face à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et aux États-Unis combinés, il est loin d'être la force irrésistible que le Kremlin veut faire craindre. Regardons derrière l'écran de fumée et voyons pourquoi les menaces de Poutine ne tiennent pas la route. Selon l'Association de contrôle des armements, la Russie détient environ 46% du nombre total de têtes nucléaires dans le monde, avec 5580. C'est seulement 1,5% de moins que les États-Unis, qui possèdent 5748 des 12 100 têtes nucléaires mondiales. Sur le papier, la Russie et les États-Unis semblent avoir une puissance nucléaire presque égale. Toutefois, les chiffres ne disent pas tout. Avant l'invasion de l'Ukraine, la Russie était considérée comme la 2e armée la plus puissante au monde, juste après les États-Unis. Mais la guerre en Ukraine a montré une réalité très différente. L'armée russe, malgré sa taille, est criblée d'inefficacité, d'équipements obsolètes et d'un mauvais soutien logistique. L'arsenal nucléaire russe est également problématique. Malgré un stock substantiel de têtes nucléaires, beaucoup sont de vieilles reliques vieillissantes, datant de l'ère soviétique. Et ce n'est pas juste une théorie du complot. Selon la Fédération des scientifiques américains, au moins 1200 des 5580 ont déjà été retirés. Ils attendent juste le démantèlement. Les ogives et l'infrastructure de soutien de l'arsenal nucléaire russe vieillissent, avec un manque de maintenance moderne. Pourtant, le programme nucléaire était autrefois la grande fierté de l'Union soviétique. Comment en sont-ils arrivés là? La réponse est simple. La corruption massive est le principal problème sous-jacent qui a affligé l'armée conventionnelle russe, amenant Poutine à se tromper gravement en Ukraine. La Russie a une longue histoire de détournement de fonds, destinée à l'équipement militaire vital, ne laissant qu'une façade de force. Même l'Union des républiques socialistes soviétiques aurait surestimé sa puissance nucléaire, y compris à son apogée. Des rapports crédibles suggèrent que cela a été fait pour forcer les États-Unis à dépenser excessivement en contre-mesure. Certaines des polluantes des missiles nucléaires, présentés lors des défilés soviétiques, étaient supposées n'être rien de plus que des coquilles vides traînées, pour créer l'illusion d'un arsenal invincible. Avec la corruption omniprésente, les armes nucléaires russes pourraient être moins puissantes qu'elles ne le semblent. Cette fois, la façade était moins volontaire, comme l'illustre l'exemple du tritium. Le tritium est un isotope radioactif de l'hydrogène, et c'est un composant clé des armes nucléaires. Le tritium doit être remplacé tous les 5 à 10 ans, car l'isotope se désintègre continuellement dans une ogive. Chaque remplacement de tritium coûte entre 30 et 200 000 $. Mais avec le salaire annuel moyen des lieutenants russes de moins de 11 000 $, la tentation de mettre cet argent en poche est élevée. Cela crée une grande vulnérabilité. L'arsenal nucléaire pourrait être plus épuisé que ce qui est admis, avec des pièces critiques comme le tritium mal remplacé. Mais la seule façon de le vérifier est de tester les armes, chose que la Russie n'a pas faite depuis plus de 30 ans. Et 30 ans, c'est long pour quelque chose d'aussi important que l'arsenal nucléaire qui n'a pas été testé. Mais ce n'est pas nouveau pour la Russie. Même sans la corruption, son arsenal nucléaire souffre toujours d'une négligence systémique. Pour maintenir un arsenal nucléaire à une telle échelle, l'infrastructure et l'expertise nécessaires doivent être constamment mises à jour, et même l'arsenal nucléaire que la Russie a hérité de l'ancienne Union soviétique était déjà mal entretenu. Il est évident que la Russie n'a pas réussi à moderniser une grande partie de son arsenal nucléaire, la rendant dépendante d'armes conçues il y a des décennies. C'est comme mener une guerre moderne avec des chars soviétiques démodés en espérant gagner. Cela vous semble familier, non? Creusons davantage. En 2021,
les États-Unis ont dépensé environ 50 milliards de dollars, rien que pour entretenir leur arsenal nucléaire. La Russie, quant à elle, a dépensé plus de 65 milliards de dollars la même année. Mais ces fonds n'ont pas servi qu'aux armes nucléaires. Cela concernait toute l'armée russe, incluant les forces terrestres, la marine, l'aviation, la recherche et développement, la logistique, etc. C'est vrai, le budget militaire total de la Russie est presque égal à celui des États-Unis. Les dépenses pour l'arsenal nucléaire montrent une disparité frappante, même en considérant les chiffres les plus récents. Le budget de défense des États-Unis de 850 milliards de dollars pour 2025 inclut 69 milliards de dollars pour l'exploitation, le maintien et la modernisation de l'arsenal nucléaire. C'est 22% de plus que le budget de l'exercice 2024. La Russie, en revanche, prévoit un budget de défense record pour 2025, réservant jusqu'à un tiers de toutes les dépenses gouvernementales à des fins militaires. Mais même avec l'ensemble de l'économie russe en état de guerre, ce budget n'est que d'environ 126 milliards de dollars, et encore, ces 126 milliards de dollars ne soutiendront pas exclusivement le programme nucléaire russe. Il devra soutenir une armée épuisée par la guerre prolongée en Ukraine. Vu les pertes catastrophiques en armes et équipements, une grande partie de l'augmentation des dépenses de défense de la Russie sera redirigée vers le renouvellement de ses forces conventionnelles. Les ressources restantes pour l'entretien nucléaire, la modernisation et l'infrastructure seront probablement minimes au mieux. Malgré un nombre similaire de têtes nucléaires sur papier, la réalité derrière ces chiffres est très différente entre les États-Unis et la Russie. Les États-Unis investissent des milliards pour moderniser et maintenir la fiabilité de leur arsenal militaire. La Russie, en revanche, peine à rassembler suffisamment de ressources pour maintenir même l'illusion de parité. En somme, l'arsenal nucléaire russe est largement maintenu par la seule volonté et le désespoir. La plupart de ces ogives nucléaires seraient inutilisables lors d'un conflit réel, beaucoup ayant largement dépassé leur date d'expiration. En somme, la capacité opérationnelle réelle de la Russie est bien moindre que ce que les chiffres laissent croire. D'où provient la crainte des capacités nucléaires russes? Pour répondre, il faut examiner les ambitions nucléaires de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Cela nous aidera aussi à évaluer le recul de la capacité nucléaire russe. Pour une véritable leçon sur le pouvoir qui définissait l'Union soviétique, il suffit de regarder l'archipel de la Nouvelle-Zambie dans l'océan Arctique. La Nouvelle-Zambie est l'un des endroits les plus bombardés de la planète. Pourtant, aucun ennemi de la Russie ou de l'Union soviétique n'y a jamais largué une seule bombe. Chaque détonation et nuage en forme de champignon assombrissant son ciel venait de l'intérieur. Cet archipel arctique, situé dans les régions les plus au nord de la Russie, a été le théâtre des démonstrations les plus impressionnantes de la puissance nucléaire soviétique. Tout au long de la guerre froide, il est devenu le lieu de plus de 220 essais nucléaires, libérant une énergie stupéfiante équivalente à 265 mégatonnes de trinitrotoluène. Pour mettre cela en perspective, la puissance totale des explosifs utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, n'était que de 2 à 5 mégatonnes. Les essais soviétiques sur Nevae Zemlya dépassent largement la simple démonstration. Il s'agissait d'une démonstration de domination à travers une course aux armements, repoussant les limites de l'armement nucléaire. Parmi les essais les plus notables sur Nevae Zemlya, il y a eu la fameuse détonation de la Tsar Bomba le 30 octobre 1961. Avec un rendement de 50 mégatonnes. Cet engin reste la bombe nucléaire la plus grande et la plus puissante jamais détonée. Si cette bombe monstre explosait au-dessus de Washington DC, elle tuerait plus de 2 200 000 personnes. Et c'est juste la bombe qui a été détonée. Le design initial était pour une bombe de 100 mégatonnes. La Tsar Bomba est donc devenue un symbole de l'immense puissance et des terrifiantes capacités nucléaires de l'Union soviétique. L'appareil a aussi eu un impact durable sur la propagande de l'Union soviétique et de la Russie par la suite. Le nuage en forme de champignon de la bombe a grimpé à une hauteur vertigineuse de 40 miles, dépassant largement même le mont Everest. L'onde de choc et le rayon de l'explosion ont provoqué des dégâts d'une ampleur inédite. Les structures en bois dans un rayon de 100 miles ont été anéanties, et les fenêtres ont été brisées jusqu'à 620 miles de distance. Le rayonnement thermique de la bombe était si intense qu'il aurait pu causer des brûlures de 3e degré dans un rayon de 62 miles. L'explosion a également généré une activité sismique équivalente à un séisme de magnitude 5, qui a été détecté dans le monde entier, même après que l'onde de choc a fait le tour de la Terre 3 fois. En termes de pure puissance explosive, la Tsar Bomber était 1570 fois plus puissante que le total combiné des bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki, et 10 fois plus puissante que toutes les armes conventionnelles utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale combinées. Cette démonstration effrayante a exacerbé les tensions pendant la guerre froide,
contribuant à l'effroi qui a marqué la géopolitique mondiale au XXe siècle. Mais voici le truc, avec la Russie il y a toujours autre chose. Bien que personne ne puisse nier la puissance et la taille pure de la bombe tsar, cet engin reste pratiquement inutile en tant qu'arme de guerre. La bombe était trop volumineuse pour être livrée par des missiles balistiques conventionnels. Pesant 27 tonnes et mesurant 26 pieds de long, la bombe ne pouvait être transportée que par un bombardier soviétique Tu-95 spécialement modifié. Aujourd'hui, le bombardier serait une cible facile pour les défenses ennemies lors d'un tel transport. L'avion transportant la bombe tsar serait intercepté ou abattu avant d'atteindre l'espace aérien ennemi. En d'autres termes, la bombe exploserait au-dessus de la Russie. La peur que les choses tournent terriblement mal est ce qui a réellement poussé la Russie à réduire le rendement de 100 à 50 mégatonnes. La réduction de moitié de ce nombre terrifiant d'armes nucléaires visait principalement à diminuer le risque de retombée, qui pourrait être si grave qu'elle mettrait en danger non seulement les personnes à proximité, mais aussi l'environnement à grande échelle. En fin de compte, l'arme nucléaire la plus puissante de la Russie représenterait une plus grande menace pour la Russie elle-même que pour tout autre ennemi. Cela s'applique à tout l'arsenal nucléaire du pays. Après tout, la Russie a une longue histoire de détonation de ses propres actifs plutôt que de cibler des ennemis étrangers. Fin septembre 2024, les missiles balistiques intercontinentaux russes, surnommés Satan II, ont subi un échec catastrophique lors d'un lancement d'essai, laissant un cratère de 60 mètres de large. Le risque d'accident impliquant l'arsenal nucléaire russe n'est pas nouveau. Son prédécesseur, l'Union soviétique, a été frappé par une série de quasi-accidents soulignant la précarité de la situation. Prenez par exemple l'infâme explosion du sous-marin soviétique du 3 octobre 1985. Un sous-marin soviétique équipé de missiles balistiques transportant 16 missiles armés de têtes nucléaires a connu une explosion dans l'un de ses tubes de missiles, ce qui a provoqué un incendie à bord. 5 membres d'équipage sont morts, et le sous-marin gravement endommagé a sombré à 397,5 mètres de profondeur. Cet accident a servi de rappel que les ambitions nucléaires de l'Union soviétique comportaient un risque sérieux pour les personnes qui manipulaient ces armes. Et pas seulement pour eux, ces armes pourraient aussi facilement mettre en danger la vie des citoyens qu'elles étaient censées protéger. Le thème du péril nucléaire auto-infligé a perduré pendant toute la guerre froide. L'un des exemples les plus effrayants s'est produit pendant la crise des missiles cubains. En 1962, l'Union des républiques socialistes soviétiques a déployé 4 sous-marins dotés de missiles nucléaires dans les eaux cubaines. Lorsque les forces américaines ont largué des explosifs de faible charge dans le but de forcer les sous-marins à faire surface, le capitaine de l'un des sous-marins, croyant qu'ils étaient attaqués, a failli lancer une contre-attaque nucléaire. Sans la réaction rapide d'un autre officier, qui a exhorté le capitaine à attendre les ordres de Moscou, le monde aurait pu sombrer dans une guerre nucléaire. Même après la fin de l'Union des républiques socialistes soviétiques, des accidents nucléaires ont persisté. Un appel notable a eu lieu au début des années 1980. En 1983, un satellite d'alerte précoce soviétique a mal rapporté le lancement de 5 États-Unis. Des missiles Minuteman ont mené à un moment de haute tension. Le lieutenant-colonel Stanislav Petrov, surveillant les données satellitaires, a trouvé le rapport étrange car les États-Unis ne lanceraient jamais seulement 5 missiles. Il a pris la décision fatidique d'ignorer l'alarme et de signaler l'incident comme une fausse alerte à ses supérieurs. S'il n'avait pas écouté son intuition et vérifié les informations, le résultat aurait pu être désastreux. Sa décision a potentiellement empêché une guerre nucléaire à grande échelle, mais elle a également servi de rappel glaçant qu'une seule erreur ou mauvais jugement pourrait facilement déclencher une catastrophe. L'état-major militaire russe actuel, ou ce qu'il en reste, n'est pas réputé pour sa sagesse ni pour ses décisions fiables. Il n'est donc pas difficile d'imaginer comment une petite erreur dans la chaîne de commandement, un missile défectueux, ou même une autre fausse alerte pourrait dégénérer en catastrophe. Et une catastrophe pour la Russie avant tout. En réalité, la Russie ignore l'efficacité des armes nucléaires qu'elle possède. Bien que le pays ait repris les expériences nucléaires sous critique ces dernières années, elles sont loin des tests à grande échelle menés par l'Union soviétique. Les expériences russes, impliquant la détonation de petites quantités de matière nucléaire sans explosion complète, visent principalement à maintenir un niveau de préparation nucléaire plutôt qu'à faire progresser leurs capacités. La reprise de ces expériences à petite échelle reflète une tendance plus large de négligence et de sous-financement dans le programme nucléaire russe. Tandis que les ingénieurs et scientifiques soviétiques repoussaient sans cesse les limites de la technologie nucléaire, les autorités russes modernes se concentrent davantage sur la réparation des systèmes vieillissants que sur l'avancée vers l'avenir. La Russie se tourne donc davantage vers les armes nucléaires tactiques de plus petite taille. Un arsenal nucléaire équilibré, doté de bombardiers à longue portée, de missiles balistiques sous-marins et de puissants missiles intercontinentaux, n'est qu'un rêve inaccessible. Pour l'Union soviétique, ces armes révolutionnaires pouvant raser des villes et remodeler la géopolitique étaient le but ultime.
Ce changement de focus est assez révélateur. Cela montre une nation plus soucieuse des gains militaires immédiats que de la supériorité nucléaire à long terme. Le discours sur les capacités nucléaires russes a aussi évolué. Durant la guerre froide, les dirigeants soviétiques se vantèrent de leur puissance nucléaire, l'employant comme un instrument diplomatique clé. La vastitude et la puissance perçue de l'arsenal soviétique faisaient partie de son identité sur la scène mondiale. De nos jours, les responsables russes évoquent souvent les armes nucléaires de manière plus modérée, presque comme une réflexion après coup. Les menaces russes d'utiliser l'arme nucléaire en Ukraine ont été présentées plus comme un moyen de repousser les menaces existentielles perçues, que comme partie intégrante d'une stratégie à long terme cohérente. Le discours sur l'arsenal nucléaire russe est passé de la vantardise de la suprématie à la quête de reconnaissance. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, Poutine utilise des menaces nucléaires dans le but de manipuler l'Occident afin de limiter son implication en Ukraine. Malgré toutes les discussions, Poutine n'a jamais concrétisé une seule de ces menaces. Et voici une autre tournure. Poutine n'a jamais fait exploser de bombes nucléaires pendant ses plus de 20 ans de règne. Le dernier essai nucléaire s'est déroulé en 1990, environ 10 ans avant l'arrivée au pouvoir de Poutine. Avec ses menaces constantes d'utiliser l'arme nucléaire, on pourrait croire qu'il les a lui-même conçues et testées. Mais la réalité est que Poutine est, comme toujours, plus de paroles que d'action. En fait, Poutine a passé tellement de temps à parler, et si peu de temps à agir, que l'Occident a cessé de le prendre au sérieux. C'est l'histoire classique du garçon qui criait au loup. Les dirigeants occidentaux ont appris à repousser les limites sans les dépasser, en élevant à chaque fois un peu plus le niveau. Malgré la rhétorique croissante de Poutine, l'Occident poursuit son soutien accru à l'Ukraine. Le 3 décembre, l'administration Biden a annoncé une aide de 725 millions de dollars à l'Ukraine, comprenant des missiles anti-aériens, Stinger, des armes anti-drones, des obus d'artillerie, des munitions de roquettes, High Mobility Artillery Rocket System à longue portée, et des missiles anti-blindage, montrant que les menaces nucléaires de Poutine n'ont pas intimidé l'Occident. Mais Poutine est désespéré de maintenir son influence, et l'intimidation nucléaire est tout ce qu'il a. Cependant, il semble ne pas réaliser que plus il menace, plus sa position s'affaiblit. Le monde apprend juste à l'ignorer. La raison est évidente. Si Poutine voulait réellement utiliser l'arme nucléaire, il l'aurait déjà fait. De nombreux experts partageant cette opinion, dont John Herat du Centre pour le contrôle des armes et la non-prolifération. Il est évident que la confiance de Poutine dans l'arsenal nucléaire de la Russie est loin d'être assurée, comme elle devrait l'être, compte tenu de la corruption généralisée qui a sévi dans l'armée russe et du manque d'entretien approprié de l'arsenal nucléaire. Il y a une réelle possibilité que beaucoup d'armes russes ne fonctionnent pas comme prévu. La Russie a donc deux scénarios possibles. La Russie tente une frappe nucléaire, sans succès. Toutefois, cette tentative transformerait la situation en un conflit majeur avec l'OTAN, ce qui signerait la fin de la Russie. Même si la première frappe russe réussissait, le pays ne pourrait pas soutenir un échange nucléaire prolongé. Il déploierait sûrement ses meilleures armes nucléaires immédiatement, ne permettant pas de deuxième frappe décisive. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord et les États-Unis, en revanche, pourraient riposter plusieurs fois. Les deux scénarios du tableau indiquent une défaite pour la Russie. Les discussions sur la supposée destruction mutuelle assurée, fondement de la stratégie nucléaire pendant la guerre froide, étaient fréquentes. L'idée était que les deux côtés éviteraient une guerre nucléaire par peur d'une annihilation mutuelle. Mais aujourd'hui, cette destruction semble de plus en plus unilatérale. Poutine comprend sûrement que déclencher des armes nucléaires signifierait la fin de son pays. Cela ne vaut tout simplement pas le risque. Cela reste vrai même si nous excluons les États-Unis et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord de l'image. Même l'usage d'armes nucléaires tactiques en Ukraine n'apporte aucun avantage militaire évident. La Russie peut déjà détruire l'infrastructure en Ukraine avec des armes conventionnelles, capables de causer une destruction généralisée sans les conséquences durables de la radiation. Une frappe nucléaire contaminerait dangereusement le territoire, le rendant inhabitable et menaçant les troupes russes calées à proximité. Militairement, il n'a tout simplement pas de sens d'utiliser une arme qui cause plus de dommages à votre propre camp qu'à l'ennemi. Malgré la menace réelle d'escalade nucléaire dans la stratégie de Poutine pour garder le pouvoir, l'utilisation d'armes nucléaires ne lui apporterait aucun avantage stratégique. Cela mènerait seulement à la disparition de la Russie de la carte. Ce fait glaçant fait de l'arsenal nucléaire de la Russie un simple outil de dissuasion et de peur, plutôt qu'une véritable option militaire. Pour Poutine, il est beaucoup plus sûr de continuer à faire du bruit avec son sabre plutôt que de risquer les conséquences catastrophiques d'une guerre nucléaire. Cependant, Poutine manque à nouveau d'options. Ce qui devait être une opération militaire de 3 jours s'est transformé en 1000 jours d'humiliation pour la Russie. Dans ce contexte, pensez-vous que Poutine utiliserait des armes nucléaires, même si cela signifiait sceller le sort de la Russie ?
Ou croyez-vous qu'il est trop conscient des conséquences inévitables pour aller jusqu'à une étape aussi drastique? Est-ce que son agitation constante de sabre n'est qu'une tentative désespérée de sauver le peu de pouvoir qui lui reste? Ou voit-il vraiment l'escalade nucléaire comme sa seule carte restante? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.